Hello tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre tout doucement pour cet avant-dernier Digital Talks organisé du coup par Picture Organic Closing et puis Po. On est super content de vous retrouver une nouvelle fois ce soir avec des intervenants toujours aussi intéressants. J'espère plein d'échanges avec vous. Donc pour ceux que j'ai pas encore rencontrés, je suis Shannon, Community Manager chez Picture. Je suis ravie d'être votre host ce soir sur cette plateforme Demio. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un chat sur la droite de la plateforme. N'hésitez pas à interagir avec nous, c'est fait pour ça. Vous allez pouvoir poser des questions à nos intervenants et puis essayer de rendre le débat le plus vivant possible malgré l'écran interposé. Je vais voir si Antoine de chez Po est là pour nous rejoindre. Sinon, je vais vous parler de la campagne. Donc, une très belle campagne qui est menée par Po depuis déjà un mois maintenant et qui approche de son terme. Pourquoi? Tout simplement parce que l'élection, c'est dimanche et que cette campagne, elle avait pour but de sensibiliser autour du rôle de la région et des élus au niveau de la mobilité et de l'importance de la mobilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que la campagne s'appelle Objectif moins 57, parce que 57%, tout simplement, c'est l'impact du transport dans le bilan carbone d'une station. Je rebondis aussi avec notre petit jeu pour tout le monde ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va poser des questions dans le chat à droite. Je vais vous poser des questions et je vais pouvoir interagir avec vous avec la plateforme. Vous allez pouvoir y répondre directement. Et puis, à la fin des conférences, donc ça veut dire mercredi prochain, on va faire un tirage au sort et donc il y aura deux gagnants. On a plein de lots chez Picture à vous faire gagner, mais chez Po aussi. On a un skateboard Picture, c'est très cool. On a des gourdes, on a des tiges, bien sûr, chez Picture. Et puis, Po nous a apporté des très belles gourdes. Donc ça va être très cool. Je vais pouvoir vous partager également, je peux déjà commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, des petits features et des petits pop-up, par exemple sur la campagne de Po. Donc je vous encourage à cliquer, ça va ouvrir des pages dans votre navigateur que vous pouvez laisser de côté et puis vous aurez de la lecture pour ce soir. Et aussi ce soir, comme on a un invité, un rider de la Picture Family, vous aurez un film à regarder ce soir si ça vous tente. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais commencer du coup par introduire tout doucement nos invités. Donc, on a deux invités d'organisations assez actives, de collectifs assez actifs sur la mobilité. On est trop contents de les avoir avec nous ce soir. Et puis, on a donc Thomas Delfino, qui est rider à la fois Po et dans la Picture Family, qui va pouvoir peut-être vous parler un peu plus de la pratique en tant que rider et pratiquant d'outdoor. Comment on peut se déplacer en utilisant tous les moyens à notre disposition pour limiter notre impact. Donc, je vais commencer par Samuela ce soir, honneur aux dames. Je vais inviter du coup Samuela à me rejoindre sur la scène dans quelques instants. Voilà. Hello Samuela, Hello. ça roule? Oui, toi? Merci de nous rejoindre ce soir, c'est trop cool que tu puisses prendre le temps. J'ai même pas eu le temps de te demander tout à l'heure avant la conf. T'es basée où toi en France? Je suis à Montreuil actuellement. Donc, D'accord. oui, Paris. Ah, c'est cool. Donc vous et vous, en termes de mobilité, c'est assez riche et pour autant, il y a encore du travail à faire sur tout le territoire. Oui, Et pour ça va autant, être comme tu dis, ouais. Ouais, et ça va être cool d'en parler avec toi ce soir. Je te laisse peut-être juste nous introduire l'organisation, un peu vos actions et les moyens que vous mettez en place. Oui, avec plaisir. Est-ce que c'est bon pour l'audio? Vous m'entendez? Tout va bien? C'est OK, Écoute-moi, Chanel? c'est nickel. Dites-nous dans le chat si vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que vous nous entendez. Bon, on va Moi, dire c'est que... nickel pour moi, Samuela. OK, on va dire que c'est OK. Eh bien, déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie de faire partie de la team ce soir. Moi, c'est Samuela Burtio. Je suis cofondatrice et présidente de Watt, Once Upon a Train. On est une asso à but non lucratif qui fait, disons, dans l'organisation et la promotion de périples sur rail. Et l'association est née avec une envie de partir au Japon et de ne pas prendre l'avion. Donc, il y avait les JO en 2020 qui étaient prévus. Voilà, j'étais conviée. Ma conscience écologique était de plus en plus présente et donc c'était hors de question de prendre l'avion. Et puis, je me suis dit, avec la bande qui fait partie de l'asso maintenant,
qui avait une histoire à raconter autour d'un grand voyage jusqu'au Japon en train, qui est beaucoup plus intéressant, je dirais, que juste prendre un avion, passer d'un point A à un point B, aller surconsommer. Voilà, un event qui est par définition, je dirais, non durable. Donc, on s'est dit, pour décarboner, il faudrait peut-être aussi essayer si on veut y aller, d'y aller autrement qu'en avion. Donc, pour nous, l'idée, c'est que le trajet en train est tout aussi important que la destination. Et donc, on avait prévu une énorme odyssée ferroviaire avec des étapes hyper intéressantes sur le trajet. Et voilà, un voyage de kiff. Et puis, le Covid nous a arrêtés sur ce coup-là, mais on continue de faire de la promotion et de l'organisation de périples en train. Et on pense d'ailleurs aux JO de Pékin, les JO d'hiver. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On verra comment on peut voyager l'année prochaine et qu'est-ce qui se fera. Mais voilà. Donc, c'est ça qu'on fait à Watt. Je vais m'arrêter là pour le moment. Puis après, je suis dispo pour approfondir et pour des questions. Mais voilà. Ouais, avec plaisir. Et c'est déjà super intéressant ce que tu nous as partagé. Et puis, je pense que c'est que partie remise pour, comme tu disais, pour des prochains jeux ou d'autres prochains grands événements. Je vais du coup en profiter pour inviter Pascal qui va nous rejoindre également. Pascal qui fait partie du collectif Oui au train de nuit. Et hello Pascal. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, oui. Ça va bien apprendre. Donc j'habite pour PAU et non PAUW, donc il y a une confusion, mais dans les Pyrénées, là où je pratique aussi le ski et la montagne, été comme hiver. C'est trop cool en tout cas. Merci Pascal de nous rejoindre ce soir et puis d'avoir ce moment d'échange avec vous. C'est super intéressant. Du coup, Pascal, parle-nous un peu du collectif Oui au train de nuit. Oui, alors c'est un collectif qui est entièrement constitué de bénévoles convaincus de l'intérêt des trains et notamment des trains de nuit, souvent usagers de ces trains et très déçus de la campagne de destruction de ces lignes, puisqu'il y avait une vingtaine de lignes en France et puis il n'y a plus que 2 lignes qui existaient en 2017, une vers Briançon et puis une vers Rodez avec une branche vers les Pyrénées. Et donc, on s'est mobilisé pour en fait remettre en place cette mobilité qui a plein de qualités, c'est efficace, ça irrigue les territoires de manière très profonde et dans plein de petites villes, ça permet de faire les transversales et d'éviter de passer par Paris. C'est beaucoup moins énergivore que l'avion, beaucoup moins émetteur CO2 que l'avion. Donc, on a été convaincus et on a continué notre combat, un combat qui est un peu multiforme, c'est-à-dire qu'on est avec les citoyens dans les gares, avec le polochon, c'est assez marrant, pour défendre le retour de ces trains de nuit. Vous verrez des photos sur notre site web si vous y allez. Et puis des choses très sérieuses, comme des gros rapports d'une centaine de pages, des centaines d'amendements qu'on a fait passer à travers des ONG et des députés ou des sénateurs pour défendre notre cause. Et puis, récemment, un questionnaire qu'on a envoyé aux candidats au régional et départemental pour qu'ils prennent position sur les trains de nuit. C'est trop chouette ça, Pascal, et ça correspond tout à fait avec la campagne qui est menée par Pau en ce moment. Ça permet de faire plein de synergies. C'est vraiment très cool de pouvoir échanger là-dessus avec toi. J'en profite du coup avant de commencer à vous poser mes petites questions, parce que ouais, j'en ai des questions pour vous. D'inviter Thomas qui va nous rejoindre, donc qui est rider de la Picture Family et puis de Pau, et qui est lui du coup pratiquant. Et je pense que c'est super intéressant aussi d'avoir son feedback là-dessus. Hello Thomas. Salut à tous. Merci Shannon pour l'invitation. Ouais, ça va super. Merci à toi de nous avoir rejoints. C'est très très cool que tu sois là. Pour la petite histoire, pourquoi Thomas? Parce que Thomas, on sait qu'il a dans ses habitudes quand il va rider l'hiver, et j'imagine aussi l'été quand tu vas pratiquer la montagne, tu essayes de limiter le plus possible ton impact, et c'est quelque chose que tu fais déjà depuis quelques années, c'est ça Thomas? Ouais, c'est ça. J'ai surtout commencé en fait en 2019 quand on a tourné le film Shelter avec Mathieu Cher et Léo Taillefer et toute l'équipe de Picture. Et moi j'ai attaqué vraiment à prendre le train pour aller rider à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si compliqué. Il suffit de s'organiser un petit peu. Bon, forcément, on va pas partout et des fois, on est obligé de prendre la voiture. Et à ce moment-là, on essaye de covoiturer au maximum. Mais en tout cas, on arrive déjà à aller dans pas mal d'endroits.
Carrément. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir avec Thomas, du coup, je vous partage le film. Vous pouvez l'ouvrir sur une autre page et puis vous regardez ça tranquille ce soir. C'est que du coup, le film, Thomas, il a été tourné vachement sur la Suisse. La Suisse qui a un réseau ferroviaire hyper développé, si je me trompe pas. Et puis là, l'objectif, justement, avec des gens comme Samuela et puis Pascal, c'est d'essayer de faire émerger ce genre de mobilité en France. Vous avez pris le train essentiellement en Suisse, Thomas, pour le film? Ouais, alors moi, tu sais, j'habite à Grenoble, donc je partais de Grenoble et pour moi, c'était assez facile parce que de la gare de Grenoble, j'arrivais à Genève facilement. Je prenais le premier train à 5 heures du mat et tu vois, rapidement, j'étais à Genève et ensuite, je rejoignais les copains sur les différentes connexions. Mais ouais, pour le coup, la Suisse, il y a quand même plus de possibilités en train et surtout les connexions, elles marchent super bien, quoi. Tu descends du train et sur le quai d'en face, tu montes pour prendre ta connexion. Tu galères pas à descendre dans les tunnels là. Ah, pardon, Thomas, on t'entend plus. Peut-être que ton micro s'est désactivé. Ouais, du coup, je rebondis avec vous. Ouais, on rebondit. Ah, on t'entend pas, désolé Thomas. Ça fonctionne plus là? Ah oui, ça marche. T'as dû avoir le casque qui s'est connecté et déconnecté. Ouais, désolé. Pas de souci. Du coup, je rebondis avec vous, Pascal et Samuela. Comment on peut expliquer qu'un pays comme la Suisse, au niveau ferroviaire, ça soit très développé et les difficultés qu'on peut rencontrer sur la France? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal? Alors, je pense qu'en France, il y a eu un gros investissement sur le TGV qui a fait que la politique a détruit tout le reste. C'est-à-dire qu'elle a détruit les petites lignes, a détruit les trains à grande ligne comme les trains de nuit. Et cette politique du tout TGV a été très dommageable. Le TGV, c'est très bien, on n'est pas contre pour relier des grosses villes entre elles, mais ça ne dessert pas tous les territoires. Les villes moyennes sont oubliées. Et puis, au-delà de 3-4 heures, c'est pas très pratique. Donc nous, on milite pour quelque chose de complémentaire. Et donc, qu'ils puissent, en une nuit, que vous puissiez arriver sur les pistes assez frais, en prenant un train de nuit à partir de Lille, de Quimper, voire de Londres. C'est des choses tout à fait possibles. Et voilà, je pense que ça, la Suisse l'a très bien compris, puisqu'ils ont ils sont associés à l'Autriche, avec une société qui s'appelle OBB, qui développe beaucoup ces trains de nuit. Et ils sont rentrés dans ce réseau d'Europe centrale, nord de l'Italie, Suisse, Allemagne, Suisse, Allemagne, Autriche. Et là, il y a un très, très beau réseau avec beaucoup d'interconnexions. Tout ne passe pas par les capitales. Donc, voilà un peu le genre de choses qu'il faudrait copier. Oui. Samuela, j'imagine que tu partages le ressenti de Pascal. Oui, je suis assez en phase avec le fait qu'il y a eu un moment une longue période de tout TGV, effectivement, à partir des années 70. Donc, on a mis l'accent plus sur la construction des lignes nouvelles et de grande vitesse, que je salue d'ailleurs, parce que si on raisonne en termes européens, la grande vitesse est bienvenue. Parce que si on veut faire du report modal de l'avion au train, la grande vitesse est très utile. Et d'ailleurs, ça a bien marché sur le Paris-Marseille, sur le Paris-Lyon, sur le Paris-Bordeaux, etc. Or, il y a aussi des raisons historiques. Comparer la Suisse et la France, c'est compliqué aussi. La Suisse est un pays beaucoup plus petit. Le chemin de fer s'est développé d'une certaine manière. En France, il y avait historiquement 5 compagnies de chemin de fer. D'où, en fait, l'idée de Paris. En fait, il y a 5 gares parce que c'était une compagnie pour chaque gare et le réseau s'est développé aussi pour des raisons politiques, historiques autour de Paris. Paris, c'est le centre de la France et puis après, autour, il y a ces rayons qui partent. Donc, il y a aussi ça. Le réseau français est peu maillé par rapport au réseau suisse ou au réseau allemand, par exemple. Donc, et après, il y a aussi d'autres raisons qui sont que, par exemple, à un moment donné, on a décidé de faire les travaux sur les rails la nuit. Et si on fait les travaux la nuit, il n'y a pas de train qui passe la nuit. Donc, il y a tout plein de raisons comme ça. Après, j'ai envie d'être optimiste et tout en étant réaliste. Parce qu'en fait, avec l'impulsion des Autrichiens, qu'a mentionné Pascal, d'OBB, qui ont leur relancé les trains de nuit. En fait, je vois une chouette influence aussi qui arrive sur la France, qui arrive sur les autres États autour de l'Autriche. Et du coup, les trains de nuit, je pense qu'on peut dire que d'ici 2024, on aura un joli réseau de trains de nuit qui revient. Non seulement français, mais européen.
Donc, j'ai un point positif là-dessus pour ce qui est du futur et du développement du train de nuit et de trains autres que le TGV. Voilà. Carrément, ça fait plaisir de voir que Samuela est vachement positive. Et ça me rappelle du coup l'échange que j'ai eu ce midi, on s'est eu au téléphone avec Pascal, qui m'a fait part de très bonnes nouvelles. J'étais plutôt contente quand il m'a parlé de ça, de tout le mouvement que vous avez essayé d'insuffler envers l'État, Pascal. Et puis les lignes qui sont des projections de lignes à ouvrir prochainement. Et tu m'as parlé aussi de 6 lignes vers des stations de ski. Donc ça, c'est très cool. Ah, je m'excuse Pascal, on ne t'entend pas. Oui, excusez-moi, voilà. J'ai coupé le micro pour avoir une meilleure qualité sonore pour les autres. Oui, alors, il faut faire un peu d'histoire. Donc, il y avait une loi qui s'appelle Loi d'orientation de la mobilité qui est passée en France et le collectif, avec un groupe de députés, a réussi à glisser un amendement qui était de revoir la copie sur les trains de nuit et faire que l'État donne un rapport sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer un réseau de trains de nuit. Et ce rapport a été publié il y a quelques semaines. Il est absolument formidable puisqu'il dit les trains de nuit, finalement, c'est pas très déficitaire. On peut faire des relations entre une vingtaine de lignes, avec une vingtaine de lignes en France et puis 5 lignes internationales. Et donc, on s'engage. Et puis, M. Castex est monté à bord du Paris-Nice pour, en grande pompe, commencer le retour de ces trains de nuit. Trains de nuit qui ont été, Paris-Nice a été arrêté 4 ans avant. Donc, on a fait faire un volte-face au gouvernement par une démarche citoyenne quand même qui est assez formidable. Hein. Je pense que ça, faut encourager les jeunes à faire des démarches citoyennes pour essayer de se battre, comme pour le climat, sur des choses ponctuelles qui peuvent aider par petits pas à réduire notre émission de CO2. Et donc, effectivement, si on regarde bien ce rapport, il y a des lignes qui vont aller vers Bourg-Saint-Maurice, Genève, et pas uniquement à partir des capitales. Bon, bien sûr, il va y avoir une relance de Paris pour Saint-Maurice, Paris-Genève, mais il y a un Bruxelles-Genève qui est prévu. Il y a même un Quimper-Nantes, Orléans, et qui ira jusque dans les Alpes. Donc, sur un réseau classique, parce que l'intérêt des trains de nuit, si vous voulez, c'est qu'on utilise les rails existants. Il n'y a pas besoin de construire, d'artificialiser les sols, de détruire de la nature. On a ça en place, on les utilise mieux. Hein. Comme d'ailleurs, on se bat pour qu'il y ait moins de travaux la nuit ou que ce soit mieux organisé, pour qu'on puisse utiliser les rails, y compris les rails de TGV, pour y faire passer des trains. Donc, des lignes aussi, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par ça parce que j'habite dans les Pyrénées, mais il y a aussi des lignes vers les Pyrénées qui vont être lancées, en particulier l'hiver, qui vont arroser Tarbes, Pau, Lannemezan, la Tour de Carol, et avec aussi derrière des cars, je connais bien ici la région Nouvelle-Aquitaine, il y aura des cars qui partiront en synchronisation à partir de ces gares. Donc oui, on a des choses, et Samia a raison, il faut être positif, on a quand même des choses qui arrivent dans le paysage. On est quand même vigilant à chaque fois parce qu'on prend souvent des douches froides. Il y a les annonces de politique et puis il faut quand même les contrôler. Donc nous, on est là aussi pour aider les usagers, ceux qui ne comprennent plus rien dans les tarifs SNCF, dans les discours, pour leur dire, attendez, il faut effectivement encore convaincre nos candidats régionaux, nos députés pour que ce contrat, ce rapport soit suivi des faits. Voilà. C'est très cool à entendre ça, Pascal, et c'est plein de bonnes nouvelles. Et tu fais bien de parler de Quimper parce que je crois qu'il y a Quentin qui nous regarde, qui doit être de Quimper. Dis-nous, Quentin, dans le chat, si tu viens de là-bas et si c'est aussi une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'avais surtout une grosse question pour vous ce soir, c'est me dire, ok, j'imagine qu'il y en a parmi nous qui nous regardent, qui sont peut-être un petit peu comme nous, qui se disent, ok, moi, je pratique la montagne, j'ai envie de limiter mon impact. Je sais qu'aujourd'hui, de me rendre en station en voiture individuelle, ça commence à avoir... Les gens comprennent que ça a peu de sens. Comment je peux déjà moi-même limiter mon impact et puis m'engager peut-être auprès de vos collectifs pour qu'est-ce que je peux faire auprès de vos collectifs? Tu vois, c'est plutôt ça que je me pose comme question. Toi, Thomas, je sais que tu es engagé dans l'association Pau. Ouais, Protecteur Winter. Et que vous mettez en place certaines actions aussi avec Pau. Toi, en tant que rider, comment tu essayes de faire peut-être profiter de ton influence sur les réseaux ou d'avoir essayé d'insuffler ce mouvement-là auprès de ta communauté?
Ouais. Alors moi, cette saison, c'était un peu plus compliqué parce que bon, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde vu que les stations étaient fermées. En fait, il n'y avait pas les accès au départ de ski de rando, sauf ceux qui sont en station de ski. Mais pour le coup, moi, j'ai passé vraiment très peu de temps, voire pas du tout en station de ski. Donc, ouais, là, cette saison, le mieux que j'ai pu faire, c'était essayer de montrer le covoiturage. Mais voilà, je sais qu'avec Protector Winter, alors on a lancé, il me semble, en septembre dernier, si je dis pas de bêtises, on avait bossé en amont sur un petit programme qui s'appelle Aventure sans voiture, il me semble, AVS. Et donc, du coup, on proposait un peu des guides, des fiches techniques sur des petites balades à faire. Alors, moi, pour le coup, j'avais proposé une rando un peu orientée alpinisme au Pic Pouliche dans les écrins. Et donc, du coup, on avait cette fiche technique avec les horaires de car au départ de Grenoble et comment est-ce qu'on se rendait jusqu'à la Bérarde pour accéder au départ de cette rando-là et de cette course d'alpi, parce que c'est de l'alpinisme. Et je sais que les différents riders Protector Winter, ils ont tous fait une petite fiche comme ça pour aller faire une activité outdoor. Donc c'est assez sympa. Vraiment. Et toi, en tant que pratiquant aussi, tu dois te rendre compte de la difficulté, tu sais, au niveau du réseau ferroviaire, de te rendre en station. En France, Ouais. non? Ouais, bah écoute, en France, c'est pas compliqué. Il y en a pas tant, hein, des stations qui sont accessibles en train. Il y a les Arcs, Les arcs. voilà, il y a Chamonix et Briançon. Après, si tu creuses un peu, il y a quand même pas mal de ski-bus et de ski-lignes, tout ça. Je sais qu'au départ de Grenoble, quand même, c'est assez bien desservi. Tu peux aller dans les stations comme les Sept-Lô, Champs-Rousse, les Deux Alpes, tout plein de stations comme ça qui sont autour de Grenoble assez facilement. Après, j'imagine que ça doit aussi exister pour les autres villes, Genève, Annecy, Lyon. Je sais qu'il y a des initiatives une association même qui propose des transports en commun comme ça, des séjours au ski à la journée au départ de Lyon. Voilà, donc après, faut essayer de se renseigner un peu. Moi, je sais ce qui se passe autour de Grenoble, mais je sais pas trop ce qu'il y a un peu plus loin. Carrément, c'est aussi cool de partager l'info et de se renseigner. Du coup, ça nous donne vraiment un aperçu de comment tu fais, toi, en tant que pratiquant. Mais et comment je peux faire auprès de toi, par exemple, Samuela, si je veux m'engager dans l'assaut, essayer d'avoir réellement des actions pour faire évoluer les choses. Comment vous faites, vous, chez vous? Comment on fait chez nous? Alors, Watt, il faut savoir que c'est une association apolitique, apartisane, disons. Donc, en fait, nos actions à nous sont plutôt des campagnes en ligne sur les réseaux sociaux ou des événements lors desquels on célèbre le train. Pour nous, en fait, il s'agit de... Enfin, on part du constat un peu qu'il y a une révolution culturelle à mener aussi, pas juste technique, etc. C'est-à-dire que l'imaginaire des gens a été nourri pendant des dizaines d'années avec les avions low cost, avec la voiture, avec ce genre de tourisme-là. Et avec tout est accessible facilement. Donc, pour aller au ski, typiquement, on prend la voiture, on y arrive tout de suite, on laisse la voiture garée là une semaine et puis on skie, etc. Ou alors on prend l'avion et on va aux Maldives, on va au Japon. Et le monde était accessible et on a été nourri de ça. On a été nourri du low cost, et, de la facilité, de l'accessibilité. Donc là, chez Watts, on est convaincu du fait qu'il y a une révolution culturelle, encore une fois, je le dis, à mener. Et ça passe par nourrir de nouveaux imaginaires et raconter de nouvelles histoires. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est communiquer à tout va sur tous les réseaux, sur le train, sur les initiatives qui existent, sur les offres, sur les prix, sur tout ce qui se passe en fait autour du train qui peut faciliter, qui peut aider les gens à aller vers le train plus facilement qu'avant et plutôt qu'aller vers leur voiture ou vers l'avion. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. L'année européenne du ferroviaire, c'est cette année, 2021, c'est l'année européenne du ferroviaire. L'Europe a décidé de faire de cette année l'année européenne du rail. Et c'est une belle opportunité aussi pour faire plein d'events autour de ça. Nous, on va faire par exemple le 28 et 29 un petit festival à Paris pour célébrer le rail. Et on met autour de la table, autour d'un lieu culturel, on met tout plein d'acteurs, actrices qui sont dans le ferroviaire pour faire aussi de la pédagogie. Parce que ce qu'on fait, on a constaté aussi que le système ferroviaire est très peu connu. C'est complexe, d'ailleurs, c'est très complexe, compliqué. Donc on se dit, faisons connaître le train au point de l'aimer
de plus en plus et de le voir comme le meilleur moyen de transport. Donc voilà, puis après on communique aussi sur des partenaires qui font des chouettes choses du genre, vous avez travaillé aussi avec Tic Tac Trip. C'est aussi quelque chose de très utile parce que le train, il arrive pas tout le temps jusqu'au dernier kilomètre. Et du coup, c'est intéressant de penser combiné, de penser en fait, j'ai du train et puis après, je fais comment parce que sinon, si j'ai pas ça, j'aurais tendance à prendre ma voiture ou autre chose. Et donc, c'est important de se dire, voilà, le train m'emmène là et puis là, j'ai un autre moyen pour rejoindre ma station. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent, moi en tout cas, ce qui pourrait me bloquer. Tu vois, je sais que je peux prendre le train facilement pour aller dans une grande ville, mais ensuite, comment je fais pour aller dans la station avec mes bagages, ma board, mes boots, tout ça. Des fois, Ouais. ça peut être un vrai frein, je pense. Si on n'a pas essayé et qu'on n'a pas vu que ça se passait bien et que c'était pas si compliqué, c'est difficile de faire le premier pas, je pense. Oui, carrément. Et ça rejoint, Samuela, ce que tu disais. Je pense qu'il y a plein d'initiatives là-dessus. En Europe également, l'Europe travaille énormément sur l'idée d'une plateforme commune. Enfin, l'ambition européenne, c'est celle d'une plateforme commune où moi, je suis capable de mettre juste un point A et un point B et j'ai la réponse avec tous les moyens de transport possibles combinés, que ce soit le vélo, le train, les bus, etc. Mais c'est du travail. Hein. Enfin, je veux dire, il y a 27 pays, il y a voilà. Donc, mais c'est une ambition et il y a beaucoup de travail qui est engagé là-dessus. Et mais c'est un cours, encore une fois. Et puis, on peut pas faire autrement, j'ai envie de dire, parce que si on a l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, en fait, on peut plus la faire semblant. On peut plus faire de l'à peu près. Donc, l'Europe est engagée là-dessus, la France, par conséquent aussi. Enfin, il y a les accords de Paris, et je veux dire, c'est inévitable. Donc, on y va. Et c'est intéressant ce que vous dites, ça me permet de rebondir sur la problématique du dernier kilomètre. C'est un sujet effectivement qui est vachement revenu. Moi, j'entends plus, Shannon. Ah, pardon. Vous m'entendez pas? Moi, je t'entends, ouais. Oh oui, c'est bon. Autant pour moi, vous m'entendez? C'est OK? Ouais. Trop ça cool. fonctionne. Bah ouais, je rebondis du coup sur ce dernier kilomètre parce que c'est un sujet qui était récurrent et notamment lorsqu'on a fait la conférence on a fait une conférence avec l'Aclusa et Pau Tourisme pour Pascal, c'était aussi intéressant. On a vu vraiment cette problématique de effectivement on peut rejoindre des grands centres ferroviaires mais la difficulté d'aller en station après, c'est vraiment une problématique. Donc je vous invite à aller voir les replays. Pour la communauté, ça peut être cool et d'avoir les ressentis qu'on a pu avoir avec d'autres acteurs. Du coup, Pascal, je rebondis. Merci en tout cas, Samuela, parce qu'un grand bravo pour ce que vous faites, c'est très cool. Et j'espère que ça peut inciter plein de gens à vous rejoindre et puis pour aller dans ce sens-là. Pascal, je reviens vers toi. Comment vous, dans l'organisation, vous essayez d'agir? Est-ce que c'est comme Samuela, ça passe par de la pédagogie? Comment vous faites? Oui, alors on a commencé déjà par quelque chose de très simple, c'est une pétition. C'est-à-dire que avoir déjà, alors aujourd'hui on a plus de 200 000 personnes qui ont signé cette pétition. Aujourd'hui, parler des trains de nuit dans le contexte du climat, les gens vous comprennent que oui, c'est une bonne idée. Il y a 5 ans, on nous prenait pour quand même des zigotos, il faut quand même le dire. Et un peu comme on a failli avoir ce qui s'est passé sur les tramways, c'est-à-dire qu'il fallait laisser la place pour les voitures, les avions low cost, et on allait oublier cette mobilité. Donc le premier point, c'était une pétition pour dire ça existe et ça a un intérêt, et évidemment, on expliquait quelques arguments pourquoi ça a un intérêt. Donc une pétition. Après, on peut s'inscrire sur notre site, il y a comment s'engager, hein, donc il y a plusieurs moyens de le faire. On peut s'inscrire à une newsletter qui explique toutes les nouveautés qui se passent. Et Samuel, on a parlé sur l'Europe, il y a plein de nouveautés. Heureusement qu'il y a des moteurs un peu plus que la SNCF sur le sujet. Et donc, on a pas mal d'annonces sur cette newsletter. Et puis après, il y a accompagner soit les citoyens dans les gares quand on fait des manifestations ou des rassemblements, soit proposer des propositions très concrètes. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on a eu des réunions avec 5 sénateurs et des maires et des députés sur la côte basque. Avec les surfeurs, vous savez que la côte basque, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Or,
aujourd'hui, la relance d'un train de nuit qui s'appelle la Palombe Bleue va s'arrêter à Tarbes. Nous, ça nous paraît quand même assez fort de café que les wagons s'arrêtent à Tarbes, alors qu'il y a des pôles emploi et puis il y a du tourisme sur la côte basque, il y a aussi d'autres stations l'hiver un peu plus loin. Et donc, voilà, on a un petit groupe qui a travaillé sur une proposition très concrète pour essayer de faire discuter la SNCF avec les élus locaux pour faire que d'autres personnes puissent bénéficier de ce train qui permettra d'aller un peu plus près sur les stations. Donc voilà une autre manière de nous soutenir. La dernière, ça serait la plus belle, c'est de participer aux inaugurations. On espère qu'il y aura de plus en plus d'inaugurations de nouvelles lignes et qu'il y aura plein de monde, et pas uniquement M. Castex ou ses ministres, mais aussi beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'usagers. Voilà un peu comment on peut... Merci Pascal. Et j'ai vu également aussi sur votre site internet, j'en profite, vous avez mis en place un petit outil pour interpeller les élus, c'est ça? Ah oui, bien sûr, bien sûr, je pense que ça mérite tout un débat, mais en ce moment, comme tu l'as dit, c'est les élections régionales. Nous, on dit la région, et c'est vrai, a un gros pouvoir sur le ferroviaire. Il ne faut surtout pas penser que c'est l'État qui va tout décider. En fait, on l'a bien vu dans un exemple, la région Occitanie a convaincu par notre collectif et par d'autres militants, a remis en place à travers le Perpignan-Paris les week-ends et en période scolaire, en mettant un peu d'argent en pot. Donc, vous voyez, on peut faire des choses, et les régions qui disent, ou les candidats qui disent non, tout ça, c'est l'État, il faut vraiment leur dire que localement, on peut faire des choses, localement, on peut réduire notre émission de CO2, près des stations de ski aussi, c'est important d'avoir des accès faciles. Et donc, oui, il faut tenir à la culotte tous nos élus, et c'est ce qu'on fait avec toutes les campagnes que... Eh ben, bravo à vous, Pascal, parce que c'est une belle initiative. Je partage aussi, vous avez fait, je trouvais ça assez intéressant, une page avec un peu les explications au niveau des élections régionales et départementales, les enjeux derrière tout ça, et expliquer un petit peu que la région a vraiment cette compétence, et c'est l'autorité organisatrice de tout ce qui est ferroviaire. Tout à fait, oui. Et il y avait des trains, pour répondre à Thomas, dans les Pyrénées, en tout cas, il y avait des lignes qui arrivaient jusqu'à Luchon, par exemple. Donc, Luchon, après, il n'y avait plus que le téléphérique, et tu étais en pleine station, quoi. Donc, ce n'est pas des choses qui sont complètement, nouvelles, mais heureusement, maintenant, on sait qu'il faut faire du covoiturage, qu'il faut faire du transport en commun, et donc, ça serait bien de réhabiliter des choses qui existaient, qui étaient quand même très bonnes, et qui ne sont pas le retour à la bougie. Voilà. Bien sûr. Ouais, et moi, j'avais une question, Pascal. Tout à l'heure, tu parlais de l'inauguration de la ligne Paris-Nice par Jean Castex. Et du coup, est-ce que tu as des retours sur la fréquentation de cette ligne depuis qu'elle a été inaugurée? Tu sais si, avec le début un peu des beaux jours, bon, c'est pas encore les vacances, mais est-ce que du coup, les gens ils prennent cette ligne-là du coup pour aller dans le sud? Alors, les taux de fréquentation, quand tu regardes le site SNCF, c'est complet quasiment tous les jours. Ah ouais? Oui, on est très contents. Il faut savoir que les trains de nuit par le passé, ils étaient à très, très bonne fréquentation. C'est-à-dire qu'ils étaient 10% au-dessus, par exemple, que tous les trains de grande ligne de jour. Donc, encore une fois, on a détruit un peu ce service, un peu volontairement. Hein, on a tué ce chien en disant qu'il y avait la rage. En fait, c'était quelque chose de publicité par le public, y compris dans des conditions qui sont de qualité très dégradée. Quand même, aujourd'hui, les trains de nuit ne sont pas excellents. Donc, pour répondre à ta question, on parle aussi du futur. Donc, on espère qu'avec quelques rames rénovées que la SNCF est en train de faire, on aura encore plus de clients potentiels qui n'étaient pas des adeptes, qui n'étaient pas des aficionados du train de nuit. Et encore plus tard, et c'est dans le rapport du gouvernement, on compte acheter des wagons neufs et là arriver à une large gamme de standards, du siège inclinable pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, jusqu'au compartiment business class, VIP pour les personnes qui veulent leur douche dans le compartiment. Tout ça pour que le système soit le plus viable économiquement et attire le maximum de monde dans les trains de nuit. Ouais, c'est intéressant.
C'est intéressant de voir que en fait la demande elle est là réellement, c'est juste qu'il y a une problématique autour de l'offre. Samuela, si tu nous entends, moi j'ai une autre question pour toi. Au début de la session, tu nous as parlé de ton projet du Japon. Et je t'avoue que ça m'a un peu intriguée. Comment techniquement c'est possible de se rendre là-bas sans prendre l'avion, sans par le moyen du train, quoi? Alors, bon, il y a bien évidemment un petit bout de bateau à faire à la fin pour rejoindre le Japon. Mais à part ça, nous, on a un membre de l'asso qui s'appelle Bart, qui va peut-être nous regarder, pas ce soir, mais il va peut-être nous regarder. Bart, il a fait exactement bassin d'Arcachon, Tokyo, en 12 jours. Donc, 12 jours, c'est assez ridicule quand on pense à la distance qu'on peut parcourir. Tout ça parce qu'il y a un train qui, de Gare de l'Est, va à Moscou. Donc, en ce moment, c'est compliqué pour des raisons de visa. Donc, il faut faire un petit détour par l'Ukraine. On ne peut pas prendre vraiment celui-là, mais admettons que tout fonctionne. On peut faire un Paris-Moscou en 2 jours. En partant de Gare de l'Est, on se réveille, on dort, on fait notre vie dans un train et on arrive à Moscou. Et à Moscou, il y a la fameuse ligne mythique transsibérienne qui commence et qui traverse toute la Russie d'ouest à l'est jusqu'à Vladivostok en 7 jours à peine. Donc, on parle de 10 000 bornes, autour de 10 000 bornes, et ça se fait en 6 jours et demi, 7 jours. Donc, nous, l'idée c'était pour faire... Nous, on avait calculé les émissions carbone et tout, donc pour faire encore moins de bateaux, on voulait quitter la ligne transsibérienne un peu avant Vladivostok, prendre une ligne qui va un peu plus au nord, pour arriver après au Japon, par le nord du Japon. Donc, c'était vraiment... on avait fait le calcul pour faire le moins d'émissions possible. Mais c'est très court. Puis bon, nous, on avait des envies d'étapes quand même. Nous, on voulait s'arrêter au lac Baïkal, on voulait s'arrêter après, au retour, on voulait s'arrêter en plein milieu de la ville centrale pour un festival de musique électronique qui est fait au milieu de nuit, où il y avait la mer d'Aral. Et maintenant, il n'y a plus la mer. Et donc, parmi nos partenaires, il y a une association qui a été créée dans le but de fonder ce festival et pour ouvrir cette région qui est oubliée par Dieu, enfin oubliée par tout le monde, et pour l'ouvrir aux touristes et pour attirer des touristes. Qui sinon on n'allait pas avoir juste un désert, une espèce de désert avec un cimetière de bateaux qui reste à la place. Donc voilà, nous on avait des étapes quand même, mais pour répondre à ta question, en 12 jours on peut arriver au Japon. Donc c'est pas. Et alors il y a une petite anecdote rigolote, parce que moi je m'étais renseigné aussi sur le sujet du transsibérien pour voyager. Et alors du coup il paraît que chaque jour passé dans le transsibérien, ça équivaut à 1 heure de vol. Ah ouais. Ok. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai pratiqué le transsibérien, donc je peux vous en parler aussi avec une expérience réelle. J'ai habité en fait en Russie pendant 4 ans. Wow. Et donc j'utilisais tous mes déplacements dès qu'on sort de Moscou pour voir une ville, c'est par les trains de nuit. C'est un pays qui fait 30 fois la France, donc il n'y a pas forcément beaucoup de moyens pour la population générale. Et donc le train est vraiment la mobilité numéro 1. Les commandes là-bas, c'est par milliers de wagons. Hein. On essaye d'ailleurs, M. Djebari, ministre français, est allé voir les Russes pour savoir s'ils ne pouvaient pas, puisqu'on était en retard, louer des wagons de la compagnie russe qui s'appelle RGD. Bon, donc c'est pour dire que c'est un pays très actif sur le sujet, mais l'expérience personnelle, tu parlais, Samia, de périple sur le rail, c'est un vrai périple, être dans le transsibérien. Moi, je l'ai fait pendant 4 jours pour aller jusqu'à Novosibirsk. Je n'ai pas pu aller jusqu'à Vladivostok, mais c'est déjà une belle expérience. Dans le train, il y a le samovar qui bout, un samovar qui pite, comme il dit, ça bout, on peut se servir du thé régulièrement. Il y a une personne qui s'occupe de vous pour les billets, mais qui vous accompagne tout le long du trajet. On peut discuter, c'est sympa. Ça peut créer des emplois aussi, hein, parce qu'en France, on dit toujours on cherche des emplois. Ben voilà, les trains, c'est aussi pour sécuriser aussi la gente féminine, c'est bien aussi d'avoir un peu plus de personnel dans le train. Et les trains de nuit permettent ça, enfin, en tout cas les très grandes distances. Donc c'est aussi un avantage. Et moi, j'en ai vu des bénéfices tout le long de mon périple jusqu'à Novosibirsk. Mais je trouve ça quand même super intéressant, et puisque me raconte Samuela, moi je trouve au contraire je m'attendais pas à ça, tu vois, en tant que novice du sujet, je trouve ça finalement si c'est un moyen de voyager différemment, et finalement pour rejoindre des destinations qui sont si loin, la barrière est pas si grande que ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne des idées, c'est trop cool. Je pense que Thomas tu vas parler. Ouais, moi j'ai des projets en cours, mais quand même,
quand tu vois que il faut par exemple 12 jours pour aller à Tokyo ou 7 jours pour aller à Vladivostok, ça fait un peu repenser quand même tes vacances, quoi. Tu vois, si tu prévois passer 2 semaines au Japon, en fait, il faut que tu en poses quasiment Le 6, double. quoi. Enfin, ouais. Mais après, tu Voilà. vois, ce que disait Samuela, ça peut être un moyen de voyager différemment et de s'arrêter, faire des étapes et d'aller peut-être, en fait, le train peut devenir une sorte de voyage. D'ailleurs, merci Mel de nous partager un documentaire qui a l'air très cool. Je vais cliquer là-dessus. Ça Ah oui. va être très cool à regarder ce soir. Tu connais Samuela, ce documentaire? Oui, parce que c'est sur le festival STIA, justement. Oui, c'est ça que tu as envoyé mail, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est sur le festival STIA que j'ai mentionné tout à l'heure, sur ce festival au milieu de nulle part, qui est cette initiative pour attirer des gens dans une région qui est complètement oubliée par tout le monde. Donc oui, je vous invite à le regarder et c'est vachement bien ce documentaire. Vous allez voir. Ouais. Pendant que nous on regarde Shelter. ouais. Moi, je l'ai assez vu, Shelter. Et c'est pas la même ambiance. À Shelter, t'étais dans le blanc, dans la poudreuse, là, tu vas être dans le sable et dans le sel, tu vois. C'est pas pareil. Ok. Voilà, c'est pas pareil. Merci en tout cas pour le partage et on va pas vous embêter non plus trop longtemps. Je voulais juste finir avec vous sur le sujet des élections. On sait que maintenant la deadline approche, ça va arriver du coup dimanche. On encourage tout le monde du coup pour ces problématiques de mobilité, c'est vraiment l'élection qui peut faire bouger les choses et je pense que vous nous rejoignez là-dessus. Et je voulais juste voir un peu auprès de toi, Pascal, tes attentes à travers cette élection. Est-ce que tu es positif? Comment c'est ton ressenti pour ces élections de dimanche? Alors, on a déjà 180 réponses à notre questionnaire au niveau département et région, donc on est assez content du taux de réponse et d'engagement, parce que d'ailleurs il y a des engagements des politiques. Moi, sur la région sur laquelle je travaille, qui est Nouvelle-Aquitaine, par exemple, j'ai 6 listes sur 8 qui ont répondu. Donc quand même, ça fait une émulation et ils prennent des engagements. Donc nous, on va les suivre, comme je dis, à la culotte pour vérifier que les engagements sont bien suivis des faits. Mais on est positif. Ils commencent à comprendre que nous, on veut se relier, par exemple, à l'Espagne. Donc ils commencent à comprendre que c'est intéressant de poursuivre les trains au-delà de Bayonne, mais Irún, San Sébastien et toute l'Espagne. Donc oui, on est quand même, à force d'en parler, ça va finir par rentrer dans les esprits. Oui. Carrément. Et je pense que Samuela, tu es sur la même longueur d'onde, non? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous trois pour votre présence ce soir. Est-ce que vous avez des questions l'un pour l'autre ou sinon? Ah oui, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes amenés à échanger ensemble, Pascal et Samuela, avec vos deux organisations? Oui. Moi et Pascal, on n'a pas encore eu l'occasion, donc c'est ce soir. Bonsoir. Je suis heureuse de le voir ce soir, Pascal. Mais on a déjà parlé avec des copains de Pascal et je crois qu'on les a mis à l'honneur. Oui, on vous a mis à l'honneur dans la dernière newsletter de Watt du mois dernier. Donc oui, on est en phase, on est ensemble. Oui. C'est trop cool et c'est ce que je vous disais un petit peu en intro de cette conférence. Là, on va arriver bientôt à terme de nos Digital Talks. Il n'en restera plus qu'un mercredi prochain. C'est un peu le talk surprise que Antoine et Travis m'ont proposé. On va avoir la chance d'avoir des membres de la Convention pour le climat qui vont nous partager leur retour d'expérience. Donc ça va être très cool. On est super contents chez Picture Repo de pouvoir accueillir ces Mathieu et Mathias qui viendront avec nous mercredi. Et puis, je disais, on était vachement surpris de voir qu'on a accueilli sur différents talks plein d'organisations, des associations, que ce soit Mountain Wilderness, que ce soit Mountain Rider, mais aussi des Mobicop. On a eu des Tic Tac Trip, on a eu des organisations qui sont hyper actives, on a eu des stations, et de voir que tout le monde, vraiment, il y a plein d'échanges entre les différentes strates, si je puis dire, les différents paliers et tout le monde pour essayer de faire bouger les choses. Et ça fait plaisir à voir et à entendre. En tout cas, merci à vous tous. Merci Pascal d'avoir été là, de nous avoir parlé du collectif. Je vous invite encore à aller cliquer et d'avoir toutes les infos. Vous allez trouver toutes les infos sur le lien suivant. Merci aussi Mel qui vous a partagé des infos dans le chat
N'hésitez pas à aller cliquer et à aller voir. Vous trouverez. Je pense qu'on trouve tout là-dessus aussi, Samuela. Et puis merci Thomas d'avoir été là, d'avoir partagé ton expérience. C'est très cool. Et puis ouais, n'hésitez pas à suivre Thomas sur les réseaux. Quand tu fais des choses comme ça, tu prends le train, j'imagine, tu partages des petites choses comme ça. Et puis ça peut donner des idées sur les initiatives que tu disais avec Pau pour aller faire ta rando à la journée. Ça peut être très cool. Ouais. Merci Shannon en tout cas d'avoir animé cette petite session là, ce petit talk. Oui, merci. C'était bien sympa. Ouais, avec plaisir, ça m'a fait plaisir de voir votre sourire à tous. C'est très cool de faire ça avec vous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien. Et j'espère à très vite. En tout cas, chez Picture, on est ravis de pouvoir échanger avec des gens comme vous et d'être engagés auprès de vous. Et puis j'imagine, je parle pour Trévis et pour Antoine, mais chez Pau, c'est pareil. Et encore merci à Trévis qui est dans les commentaires. Mais bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée.